Bonsoir. Alors, on va essayer de faire la suite ce soir de la dernière fois, où la dernière fois, en bref, on avait appris que l'essentiel, c'était de s'entraîner, mais qu'il fallait aussi s'entraîner et pas oublier de s'entraîner. Quand j'avais expliqué tout ça, ça a ouvert des nouvelles portes, des nouvelles perspectives, mais en même temps, très concrètement, comment on fait, comment on s'y prend, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, quelle stratégie on peut mettre en place, une stratégie assez concrète du quotidien qui va nous permettre de mettre en place ce protocole de réussite. L'objectif, c'est de réussir. Juste pour vous dire que ce que je vous présente ce soir, ça a été vécu, expérimenté, testé, validé par des générations d'élèves, des générations de... Et je peux affirmer avec mon petit recul que ça marche, à condition de le mettre en œuvre correctement, suffisamment longtemps et pas tout seul. Alors, pour être très concret, je vous propose qu'on commence et qu'on suive notre parcours en plusieurs étapes. On va essayer de gravir la montagne. La première étape, s'il en fallait une, ce serait de se dire qu'un entraînement, s'il ne laisse pas de traces, il ne sert pas à grand-chose. Laisser des traces, ça paraît essentiel parce que c'est ce qui permet d'assurer la traçabilité de notre travail. Et de faire le travail nécessaire et indispensable de relecture qu'on a à faire quand on progresse. On a vu la dernière fois que l'erreur devait être considérée comme un ingrédient de la réussite. Encore faut-il être capable et se donner les moyens d'être capable de transformer cette erreur en un apprentissage. Je ne me trompe pas, j'apprends, disait Martin Luther King. Donc on a tout intérêt à profiter de nos échecs et de nos erreurs et de nos imperfections pour nous améliorer. Laisser une trace, c'est indispensable. Et là, il faut être futé, parce qu'on a tendance au lycée parfois à laisser des traces qu'on laisse sur une feuille. Quand je dis feuille, je suis sympa, parce que des fois, ça tient plus du torchon que de la feuille, mais sur des trucs qui sont volatiles et qui s'envolent et qui se jettent au fur et à mesure. Et à la fin, il ne reste pas grand-chose. Et c'est dommage. Parce que le fait d'avoir une trace qu'on garde, qu'on archive, qu'on sait retrouver, ça permet de progresser, ça permet de savoir pourquoi est-ce que je me suis trompé, de comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas été aussi bon que ce qu'il aurait fallu, de comprendre là où ça a cloché, et donc de ne pas recommencer la même derrière. Vous avez remarqué cette expérience, tous ceux qui ont été élèves parmi vous l'ont vécu, du jour où on distribue des copies, après correction. On a corrigé, le professeur a corrigé, il distribue les copies. Et là, il y a plusieurs types d'élèves. Il y a ceux qui rangent vite fait la copie dans le cartable, ça c'est le meilleur des cas. Il y en a d'autres qui la rangent vite fait dans le casier, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle aille jusqu'à la maison. Il y en a d'autres qui vont la laisser traîner et faire en sorte qu'elle disparaisse rapidement. Et puis il y en a d'autres, les plus éclairés d'entre eux, qui la regardent avant de la ranger, et qui vont l'étudier. Et là encore, il y aura deux catégories. Il y a ceux qui vont l'étudier en se disant « j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça ». Et on peut être à peu près sûr que ceux-là, avec une stratégie comme ça, ils continueront de faire les mêmes erreurs d'une fois sur l'autre, et que les professeurs s'arracheront les cheveux en leur disant « mais tu as déjà fait cette erreur-là la dernière fois, et tu recommences maintenant, comment ça se fait ?» Oui, mais si je focalise mon attention sur ce qui ne va pas, mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, il va se focaliser sur l'erreur comme étant réelle, puisque pour lui, le négatif, ça n'existe pas. On a vu cette caractéristique-là du cerveau la dernière fois, rappelez-vous. Notre cerveau, il ne sait pas gérer le négatif. Si je vous demande de ne pas imaginer... Vous vous rappelez du chiffre? On ne l'a pas fait la dernière fois? Alors, on va le faire aujourd'hui. Je vais vous demander de faire un petit exercice qui est de ne pas imaginer, surtout n'imaginez pas, le chiffre 47, qui est au-dessus de ma tête. D'accord? Celui qui tourne. Ne l'imaginez pas, ça ne sert à rien. C'est un chiffre sans aucun intérêt que je viens d'inventer. Donc si vous reteniez 47 maintenant, là, ça n'apporterait rien à votre journée, ça ne vous éclairerait pas, ça ne vous rendra pas service, c'est
vraiment quelque chose de parfaitement inutile. Donc surtout ne l'imaginez pas au-dessus de ma tête en train de tourner, parce que ça n'a aucun intérêt. D'accord ? Je vais vous demander aussi d'oublier ce chiffre d'ailleurs, 47, parce que franchement, aucun intérêt de le retenir pour vous, aucun intérêt pour moi de vous l'avoir dit. Donc 47, on oublie, on n'en parle plus. Et si demain matin, en regardant votre bol au petit déjeuner, vous vous souveniez du chiffre 47, franchement, bon, vous auriez une pensée pour moi, ça me ferait plaisir, mais ça n'apportera rien à votre journée, c'est promis. Et d'ailleurs, si la semaine prochaine ou à la prochaine conférence à laquelle vous venez, je vous interroge et que vous êtes encore capable de me citer le chiffre 47, vous ne serez pas une meilleure personne pour autant. Donc oubliez ce chiffre 47, n'y pensez plus. Surtout, ne le voyez pas tourner au-dessus de ma tête, ça n'a aucun intérêt. Normalement, les gens intelligents parmi vous n'ont pas réussi à faire ce que je leur ai demandé. N'ont pas réussi à ne pas imaginer le chiffre 47, vous l'avez tous vu, et d'ailleurs vous l'avez tous mémorisé, et je ferai un terreau la prochaine fois, c'est promis. Et ça marchera, je suis certain, vous l'aurez retenu, ce chiffre 47. Parce que le cerveau ne retient pas ce qui est important, il retient ce qui est fréquent, et comme c'est la 7e fois que je le dis et que je n'ai pas fini de vous dire le chiffre 47, ça fait vite, vous allez finir par le retenir, c'est certain. En plus, il y a quelques astuces que j'ai glissées dans mon truc pour que vous le reteniez vraiment. Donc soyez tranquille, le chiffre 47, vous allez le retenir. Et d'ailleurs, si je vous faisais faire l'exercice, parce qu'on parle d'un cerveau qui est cumulatif, notre cerveau, il ne sait pas oublier volontairement quelque chose. Et donc, dans la stratégie de l'erreur, c'est important parce que votre cerveau, il ne sait pas oublier une erreur. Pas plus qu'il ne sait oublier une bonne réponse. Voilà, donc c'est pour ça que quand on écrit bien un mot du premier coup, on n'a jamais de problème. Mais que quand on croche sur un mot au début qu'on apprend à l'écrire, parfois c'est un mot sur lequel on crochera toute sa vie. Et toute sa vie, on aura un doute au moment d'écrire accueil. Est-ce que je l'écris A-C-U-E-I ou est-ce que je l'écris A-C-U-I-E? Enfin, je sais, à chaque fois, il y a un doute. Parce que c'est un mot compliqué qu'on a eu du mal au début et qu'on a enregistré cette difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas à la fin, mais qu'on a enregistré la difficulté qu'on retrouve à chaque fois. Notre cerveau, il est cumulatif. D'ailleurs, mon chiffre 47, si je vous demande de rajouter un 0 derrière, ça fera 470. Ça y est, vous le voyez tous. Et maintenant que vous voyez ce 470 au-dessus de ma tête qui tourne, vous n'êtes plus capable d'imaginer le 47 tout court. Ou plutôt, pour imaginer le 47, vous êtes obligé de mettre 470 et d'effacer le 0. C'est pénible. Mais maintenant, qu'à chaque fois que vous écrirez 47, vous penserez à moi, en rajoutant un 0 dans votre tête, que vous effacerez aussitôt parce que vous savez le faire. Mais votre chemin neuronal, il passera par le 470 pour arriver au 47. Là, vous comprenez quelques astuces des publicitaires qui nous font passer des petits slogans comme ça, de manière récurrente, et qui sont capables d'aller insérer l'information qu'ils ont envie là où ils ont envie dans notre cerveau. Grâce aux neurosciences, aujourd'hui, on est capable de faire tout ça. Donc notre cerveau, il est cumulatif, il est capable uniquement d'accumuler. Ça veut dire que quand je me trompe, c'est pas grave, à condition d'être capable d'accumuler et de rajouter par-dessus mon erreur la correction de cette erreur-là. D'accord ? C'est une expérience qu'on a fait avec des enfants de maternelle à qui on a demandé comment était organisée l'électricité. Et puis ensuite, on a posé la même question à des chercheurs en neurophysique, en physique nucléaire, d'expliquer comment marchait l'électricité. Voilà. Et on s'est aperçu, je vous la fais courte, que les enfants de maternelle, ils avaient une représentation enfantine de l'électricité, avec un fil qui allait de la lampe au bouton. Voilà. Et que c'est faux. Il n'y a pas un fil, d'abord il y en a deux, puis il ne va pas de la lampe au bouton parce qu'il passe par le compteur, et qu'en plus, ça vient de la centrale nucléaire avec tout un tas de choses entre les deux. C'est une représentation enfantine. Mais quand on les a mis, tous ces gens-là, dans un IRM, c'est le système d'imagerie médicale en résonance magnétique, qui permet de voir ce qu'il y a dans le cerveau sans ouvrir le cerveau. Ce qui est drôlement pratique pour le voir en fonctionnement, parce qu'avant, on était obligé d'ouvrir le cerveau des gens, et on avait tendance à les tuer avant d'avoir compris comment ça marchait. Donc on a arrêté de tuer les gens, maintenant on regarde les cerveaux à travers un IRM, c'est beaucoup plus efficace. Donc on a mis ces gens-là dans un IRM, et on a essayé de comprendre comment marchait leur cerveau. Et donc ces enfants de maternelle, avec leur représentation enfantine, on a essayé de détecter comment se représenter dans le cerveau la représentation enfantine, on a réussi. Et puis ensuite, on a mis les chercheurs en physique nucléaire au même endroit. Et on leur a posé la même question. Et on s'est aperçu qu'ils avaient la même représentation enfantine que les enfants. Parce qu'ils ont été enfants avant d'être adultes. Et que par contre, ils ont
ajouter à cette représentation enfantine la réalité de ce qu'ils ont appris plus tard dans leurs études, de comment ça fonctionne un système électrique. Donc ils ont commencé par avoir cette première information qui est la même que tout le monde, celle de l'enfant, et par-dessus ça, ils ont rajouté l'information réelle et qu'ils ont apprise ensuite. Un cerveau cumulatif qui est capable d'ajouter des couches autant qu'il en faut, mais qui n'est pas capable de choisir d'en enlever. Nous ne sommes pas capables, vous n'êtes pas capable de choisir d'oublier ce chiffre 47 ce soir. Et vous repartirez avec ce chiffre dans votre mémoire, que vous le vouliez ou non, vous aurez le 47 gravé dans votre mémoire, au moins pour les 3 semaines à venir. Vous me direz merci, n'oubliez pas. Donc, voilà, cette stratégie de laisser des traces, c'est vraiment se donner les moyens d'être capable de revenir sur ses erreurs pour accumuler les bonnes réponses par-dessus nos erreurs. Et ça, c'est vraiment indispensable, c'est absolument nécessaire. Ça veut dire que dans ma stratégie d'entraînement, eh ben, ce qu'on voyait la dernière fois, dans ma stratégie d'entraînement, produire, écrire, c'est absolument indispensable. L'entraînement à l'oral, il va être beaucoup moins productif parce que je ne pourrai pas revenir dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraîner à l'oral, ça peut être un complément, mais ça ne peut pas être l'essentiel de notre travail, sauf si je m'entraînais à un oral. Et encore, si je m'entraînais à un oral, ce qu'on fera pour préparer le grand oral à la fin de l'année avec les terminales, j'encouragerai les élèves à s'entraîner avec un dictaphone ou avec un magnétophone pour s'enregistrer, de manière à garder une trace de leur progrès, une trace de leurs difficultés, une trace de tout ce qu'ils ont appris. C'est absolument indispensable si on veut y arriver. Évidemment, la trace, elle permettra aussi de faire le lien avec l'entraîneur. Si je m'entraîne avec mon entraîneur et que j'ai ces liens avec le coach, ben, ma trace, elle va vraiment me permettre de lui montrer ce que j'ai fait, de manière à avoir les commentaires et les retours sur ce que je fais avant le match. C'est très énervant de se retrouver après le match à avoir les conseils du coach. Il vaut mieux les avoir avant le match. Et pour ça, il faut que le coach ait vu l'entraînement. Et donc ma trace, elle sert à ça aussi. Donc la première stratégie, laisser des traces, c'est indispensable dans mon travail. Deuxième point de la stratégie, se fixer des objectifs. C'est indispensable parce que notre cerveau, et ça c'est Antoine de la Garandrie qui nous a appris ça dans la gestion mentale, l'apprentissage des gestes mentaux, il nous a appris que si nous ne nous projetions pas dans le futur, notre mémorisation ne sera pas performante. Parce que notre cerveau, c'est pareil, il ne choisit pas d'oublier ça ou ça, mais il oublie plein de trucs. Et heureusement, si nous n'oublions rien, c'est une maladie d'ailleurs, des gens qui n'oublient rien, c'est une vraie maladie et c'est un enfer. Parce que vous imaginez, si vous vous souveniez de tout ce que vous avez croisé sur le chemin pour venir jusqu'ici, des feuilles d'arbres, des graviers qui étaient par terre, des branches, si on se souvenait de tout en détail, ce serait un enfer, on aurait la tête qui explose. Donc notre cerveau, il oublie fréquemment tout un tas de choses au quotidien, des choses qui ne lui paraissent pas importantes. Tout ce qui n'est pas important dans notre vraie vie, voilà, savoir combien il y a de feuilles d'arbres qu'on a croisées sur le chemin, c'est pas important, donc notre cerveau, il n'a pas retenu. Ça veut pas dire qu'on les a pas vues, les feuilles d'arbres, on les a vues. Mais on n'a pas retenu toutes les feuilles d'arbres qu'on a vues parce que ça n'avait pas d'importance à ce moment-là pour nous. Si j'avais dit à chacun d'entre vous, celui qui est capable de me dire le nombre de feuilles d'arbres qu'il y aura sur le chemin entre le portail et ici, je lui offre une voiture, et bien tout de suite vous auriez eu une autre motivation et sur le chemin vous auriez fait attention. Vous auriez peut-être même compté les feuilles, vous auriez pris votre temps, vous auriez été beaucoup plus attentif à ce que vous faisiez. Il aurait suffi que je vous mette en projet avant, parce que maintenant que je vous le dis après, vous ne dites pas zut, j'aurais dû compter les feuilles, mais c'est trop tard. Si je vous l'avais dit avant, ben vous seriez mis en projet et vous vous seriez donné les moyens sur le chemin de réussir votre objectif. Donc ça, c'est indispensable d'avoir un objectif. Le meilleur moyen de démotiver un élève, c'est de ne pas lui donner d'objectif, ou de ne pas lui permettre d'en trouver lui-même. Le secret pour construire un objectif, voilà, c'est de travailler sur l'orientation, pour savoir vers quoi je vais. Et là encore, en termes d'orientation, on fera très attention. Nous ne sommes plus dans une orientation par métier. Ça, c'est fini. On ne choisit pas au lycée quel métier on fera plus tard. C'est pas vrai. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, parmi vous, je suis sûr qu'il y en a très très peu qui sont capables
me dire qu'au lycée, ils avaient déjà l'idée précise du métier que vous faites aujourd'hui. C'est rare. Ça marche pour les maîtresses d'école à peu près, pour les médecins parfois, et encore ça dépend des spécialités, et pour quelques métiers spécifiques. Mais c'est très rare qu'on ait l'idée à 15 ans du métier qu'on va faire plus tard. Par contre, on a souvent l'idée du domaine dans lequel on va exercer, on a souvent l'idée du genre de compétences qu'on veut développer, on a souvent des idées sur voilà, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sur ce qu'on veut, dans quelle zone on veut aller. Mais alors dans cette zone-là, savoir où est-ce que je vais arriver, on ne le sait pas encore, et c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, on parle d'orientation. Dans une orientation, on prend un cap. On ne choisit pas une destination. D'accord ? C'est pas l'objectif. Alors comment on fait pour fixer un objectif, très concrètement ? Et là, je vais prendre ce que l'entreprise nous a appris. Hein. C'est un outil que vous avez peut-être utilisé dans l'entreprise. On parle d'une... alors, dans l'entreprise, on utilise le SMART. Moi, j'ai rajouté le I, le SMARTY. Un objectif, il doit être SMARTY. C'est-à-dire qu'il doit être spécifique, il doit être précis. Parce que si je décide un jour de me dire, allez, il faut que je maigrisse. Dans mon cas, ça serait intéressant. Voilà. Ça va être un objectif qui est vague quand même. Parce que entre perdre 500 grammes ou perdre 25 kilos, c'est pas tout à fait le même objectif. C'est pas les mêmes moyens qu'il va falloir prendre, c'est pas les mêmes manières d'y arriver, c'est pas les mêmes stratégies. Mon objectif, si c'est juste maigrir, c'est pas un objectif suffisant. Il faudrait qu'il soit plus spécifique, plus précis. On pourrait dire la même chose pour être bon en maths. Je vais être bon en maths. C'est quoi être bon en maths? C'est combien? C'est 14, c'est 15, c'est 17, c'est 20, c'est 12, c'est être meilleur que ma sœur, c'est quoi? Il faudrait que mon objectif soit plus spécifique que ça. Donc c'est important que mon objectif il soit précis, soit spécifique, parce que si je sais où je vais, je vais pouvoir y aller beaucoup plus facilement. Il faut qu'il soit mesurable. Un objectif qui n'est pas mesurable, c'est un objectif qui ne sera jamais atteint. Pourquoi j'ai besoin de le mesurer? Parce que, on ne contrôle bien que ce qu'on mesure. Si je demande à l'un d'entre vous de maîtriser la température d'une pièce, il va me demander un thermomètre. Si je n'ai pas de thermomètre, je ne peux pas maîtriser la température d'une pièce, même si j'ai un chauffage et une climatisation. Si je n'ai pas de compteur sur mon véhicule, je ne peux pas maîtriser la vitesse de mon véhicule, même si j'ai un frein et un accélérateur. La maîtrise de la vitesse, elle va se faire grâce au compteur. Un outil de mesure qui sert à maîtriser ce que je veux. Si je veux maîtriser mon objectif, il faut que je puisse le mesurer. Ne serait-ce que pour être capable de dire je suis arrivé. Bravo, je suis content, j'ai atteint mon objectif. Si je ne peux pas mesurer un objectif, je ne saurai jamais quand je suis arrivé. Je veux être bon en maths. C'est bien, je suis content. Et quand est-ce que j'ai gagné? Jamais. Alors là, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, un objectif où je gagne jamais, je joue pas. Allez, bon dimanche, moi je vais à la plage. Oui, je ne vais pas me battre dans une bataille qui n'est pas gagnable. Moi, je me bats dans les batailles où j'ai peut-être une chance de gagner, mais une bataille qui est perdue d'avance, elle n'est pas intéressante. Hein. Donc en termes de motivation, 0, si j'ai un objectif que je ne suis pas capable de quantifier, de mesurer. Un objectif accessible, mais un objectif ambitieux. Ah oui, parce que si mon objectif dans la vie, c'est d'avoir 3 sur 20 en maths, même si j'ai 2 aujourd'hui, c'est un objectif qui est quand même proche de la médiocrité. Et moi, me dire à la fin, ouais, j'ai gagné, je suis médiocre, ça me fait pas triper, quoi. Ça me donne pas envie d'y aller. Donc il faut que mon objectif il soit suffisamment ambitieux pour qu'il me donne envie. Qu'à la fin, je me dise, je suis content d'avoir gagné, parce que je suis fier de moi, parce que j'ai atteint l'objectif que j'avais fixé. Atteindre un objectif médiocre, ça fait envie à personne. Et c'est pas motivant. Et de la même manière, il faut que mon objectif il soit réaliste. Parce que si maintenant je me dis, allez, la semaine prochaine, j'aurai perdu 47 kilos, mon cerveau, il va dire, ok, vas-y dans ta bataille, si tu veux, moi j'y vais pas. C'est pas la peine, j'ai aucune chance. Je ne peux pas y arriver, moi un objectif, une bataille qui est perdue d'avance, je joue pas. Donc, un objectif réaliste, ambitieux, mais réaliste. D'accord ?
allez, cette année, tu as 17 de moyenne en maths. Oui, mais maman, j'ai 2 là. Tu veux que j'ai 17? Dans 10 ans, on en reparle, mais là, maintenant, c'est pas possible, je n'arriverai pas, et donc je suis découragé, et donc je me bats pas pour y arriver. Donc, un objectif réaliste. Un objectif limité dans le temps. C'est hyper important d'avoir une date butoir. Ben oui, parce que sinon, quand est-ce que je dis je suis arrivé? Quand est-ce que je fais le bilan, finalement? Si le bilan, c'est maintenant, si c'est dans 3 mois, si c'est dans 10 ans, ou si c'est toute la vie, c'est compliqué, hein. Allez, cette année, je fais un effort, je ne laisse pas traîner mes chaussettes au pied du lit. Alors, je vais faire un effort. Mais si je n'ai pas de limite dans mon effort, à quel moment je vais faire un bilan, je vais m'asseoir autour d'un apéro et je vais dire à mon conjoint, est-ce que tu as remarqué, là, depuis un certain temps, j'ai fait l'effort et ça marche? Ou est-ce que je me donne toute la vie et que le jour où je ne serai pas bon, eh ben, je me dirais, finalement, j'ai échoué. Voilà. Un objectif limité dans le temps, c'est important. Quitte à le reconduire derrière. On peut le reconduire aussi souvent qu'on veut. Mais il vaut mieux un objectif qu'on reconduit à chaque fois en se redonnant le même objectif, s'il est bien, qu'un objectif qui ne serait pas limité dans le temps et qui serait décourageant. Et puis un objectif imaginable. Alors pourquoi un objectif imaginable? Ça, c'est très important aussi. C'est parce que si je ne suis pas capable de fermer les yeux et d'imaginer ce que ça va être quand j'aurai gagné, je ne vais pas pouvoir avoir mon petit remontant quand j'aurai une baisse de morale ou quand j'aurai pas réussi complètement mon objectif. Vous vous rappelez que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. On l'a vu la dernière fois. Puisque notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ça veut dire que quand je ferme les yeux et que je m'imagine en train de réussir, l'émotion que je ressens, c'est une vraie émotion. Les neurotransmetteurs qui se transmettent dans mon cerveau, la dopamine, c'est des vrais neurotransmetteurs. Et ça se répand vraiment dans mon cerveau et je ressens vraiment ce bien-être qui est encourageant. Vous savez que votre cerveau, il est accro à la dopamine. On a dit ça aussi. Accro à la dopamine, ça veut dire que vous êtes drogués tous, ici présents, vous êtes drogués à la dopamine. C'est-à-dire que votre cerveau, quand il n'a plus de dopamine, il est en manque. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui se répand dans votre cerveau quand vous réussissez quelque chose. C'est pour ça que Candy Crush, le jeu le plus bête du monde, je crois, ou pas loin, celui où il y a des petites bananes et des petites cerises où il faut cliquer dessus, et ça peut durer des heures et des heures avec des petites bananes et des petites cerises où on appuie dessus, là. Il est hyper addictif. Parce que même moi qui suis nul, je gagne. C'est génial comme jeu. N'importe qui joue, il gagne tout le temps. Et plus il joue, et plus il gagne. Et plus je gagne, et plus j'ai envie de rejouer. Parce qu'à chaque fois que je le gagne, j'ai une petite décharge de dopamine. Et mon cerveau, il dit encore. Et c'est pour ça que dans les jeux vidéo, d'ailleurs, les niveaux du début, ils sont faciles. Parce que s'ils commençaient par mettre un jeu vidéo où le premier niveau, il est super dur, on commencerait par perdre. Et un jeu où on perd, c'est un mauvais jeu. Ça m'est encore arrivé de me faire battre par un de mes enfants à un jeu de société il n'y a pas longtemps. Et je l'ai trouvé nul, le jeu. J'ai perdu. C'était pas drôle. Réussir, c'est vraiment envoyer à mon cerveau le message et la dopamine. C'est pas qu'un message. Je lui envoie la dopamine pour me dire, vas-y, continue. Voilà. Mon objectif, il est imaginable. Donc, je suis capable à tout moment, notamment quand je suis dans le creux, là, je suis capable de fermer les yeux, de m'imaginer en train de réussir, et hop, de m'envoyer une petite décharge de dopamine. Et ça, c'est plutôt intéressant en termes de motivation, ça va me redonner un coup de peps pour y aller pour de vrai. Évidemment que quand je réussirai pour de vrai, la décharge de dopamine, elle sera 10 fois plus forte, parce que ce sera du réel. N'empêche que celle que j'ai imaginée avant, elle m'a aidé à avancer, elle m'a aidé à tenir. Par contre, attention, quand je choisis un objectif, il faudra aussi mesurer l'autre côté de la médaille. Parce que c'est bien beau de choisir un objectif ambitieux, accessible, imaginable, réaliste, mesurable, limité dans le temps, tout ça, super. Mais il faudra aussi mesurer un certain nombre de choses. Notamment, on mesurera le prix à payer. Ben oui,
Si je me fixe un objectif pour être bon en maths, et que mon objectif pour être bon en maths, c'est d'avoir 16 de moyenne avant les vacances de Pâques, et que c'est plutôt réaliste parce que, a priori, en bossant bien, je dois y arriver, et qu'en plus, je peux me faire aider s'il y a besoin, je suis capable de l'imaginer, tout va bien. Maintenant, si je n'ai pas mesuré le prix à payer, et que je ne suis pas prêt à prendre du temps pour ça, parce que le mercredi, moi j'ai piscine, et que j'ai mieux à faire que de travailler, que le samedi, je sors avec les copines, que le dimanche, je vais à la messe, et qu'après la messe, c'est repos, sieste, et que tous les soirs, j'ai sport, mon objectif, il ne va pas marcher. Il faut à un moment être capable de dire, bah oui, pour atteindre cet objectif-là, je sais qu'il y a un prix à payer, ça va être de travailler, et le temps que je passerai à travailler, c'est du temps que je ne passerai pas à la piscine. Pour perdre des kilos, il y a un prix à payer, c'est d'aller faire du sport, c'est de manger moins. Et si je ne suis pas prêt à manger moins, et si je ne suis pas prêt à prendre du temps pour faire du sport, mon objectif, il sera inaccessible. Il faut que je mesure, et autant le faire avant de partir, au moment où je fixe l'objectif, que je mesure quel va être le prix à payer. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre sur la table pour que ça marche, mon objectif? Si je le sais avant de partir, le contrat est clair, et je ne serai pas déçu. Je pourrais d'ailleurs à la fin dire, j'ai partiellement réussi mon objectif, je ne l'ai pas complètement atteint, et en même temps, je n'ai pas complètement payé le prix qui était à payer au départ. J'avais dit que je travaillerais tous les soirs, et puis j'ai travaillé qu'un soir sur deux. Ben, le résultat, c'est que j'ai un résultat partiel à la fin. Il faudra que je mesure dès le départ les difficultés que je vais avoir à surmonter. Voilà. Être bon en maths, d'accord, ok, mais il va falloir que je surmonte, que j'envisage les différentes difficultés que j'ai, et peut-être les arriérés que j'ai, et peut-être le travail supplémentaire que ça va me demander, ou l'aide dont je vais avoir besoin pour y arriver. Et ça, si avant de partir, au moment où je fixe l'objectif, je le mesure, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et puis, il faudra aussi que je mesure quels sont les paramètres qui m'appartiennent dans la problématique, et puis les choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que, enfin dans ma vraie vie, dont je ne suis pas le contrôleur. Je ne peux pas contrôler les autres. Je ne peux pas décider que le prof, tout d'un coup, il va se mettre à fonctionner différemment. Parce que le prof, c'est pas moi qui l'ai choisi, et puis lui, il continue de fonctionner comme il fonctionnait avant, et c'est pas parce que moi j'ai décidé de changer que lui va changer. Je ne pourrais pas, dans mes objectifs, dire bah, pour avoir 17 de moyenne, il faudrait que les contrôles soient plus faciles. Ça ne marchera pas. Et mon objectif, c'est que les contrôles soient plus faciles cette année. Moi, à moins de trouver un moyen de soudoyer le prof, peut-être on peut s'arranger avec ça, mais sinon, c'est pas moi qui maîtrise ça. Donc, il faut bien poser mon objectif sur quelque chose que je contrôle. Avec des choses dont je suis maître. Sinon, je serai déçu. C'est le risque. Un objectif mal fixé, c'est une déception qui va arriver. Parce que j'aurais mis des moyens dans un truc qui ne payera pas à la fin. Et faire un truc qui ne paye pas, c'est décourageant. Ça ne donne pas envie. Personne n'a envie de faire un truc qui ne paye pas. On fixera aussi des priorités, parce que parmi nos objectifs, on peut en avoir plusieurs. Alors on peut aussi choisir des priorités, les mettre dans l'ordre, voilà. Et ça, c'est un point de départ qui est important avant de commencer à se mettre dans la dynamique de réussir, c'est de se poser et de se dire qu'est-ce que je vise? Quelle est ma destination? Qu'est-ce que je vise? Comment est-ce que je me donne les moyens derrière d'y arriver? Troisième stratégie, on va essayer d'utiliser mieux son cerveau. On a la chance, nous les humains, vous les femmes, nous les hommes, on a la chance d'avoir un cerveau qui est plutôt bien fait. Encore faut-il savoir s'en servir, et je trouve que ça devrait être obligatoire d'avoir un cours de cerveau pour apprendre à se servir de cet outil qui finalement est assez méconnu pour la plupart d'entre nous. En tout cas pour ceux qui sont des professionnels du cerveau, et les élèves au lycée sont des professionnels du cerveau, leur métier c'est d'utiliser leur cerveau, ils devraient apprendre à s'en servir plus souvent. Alors moi je vais vous donner un petit truc sur le cerveau, c'est que notre cerveau, il a deux parties. Enfin, je vais parler du cerveau, en fait, c'est l'intellect dont je parle. C'est un peu plus large que le cerveau, mais notre intellect, il a deux parties. Il a une partie qu'on va appeler la partie consciente. Notre partie consciente,
C'est tout ce dont j'ai conscience que je le fais. Actuellement, je suis en train de vous parler avec ma partie consciente. Je suis en train de tout ce que je fais, j'en ai conscience. Bon, enfin, pas tout à fait tout ce que je fais. Cette partie consciente, je vais la représenter avec mon Playmobil, là. Un Playmobil, ça fait 7 cm de haut. D'accord ? C'est la puissance de mon cerveau conscient. Il est très puissant. Je suis capable de faire plein de trucs, je suis capable de vous parler, je suis capable de vous chanter une chanson si vous voulez. Je suis capable de calculer, je suis capable d'utiliser un ordinateur. Enfin, j'ai plein de choses que je peux faire. J'ai un cerveau plutôt développé, pas autant que le vôtre, mais plutôt pas mal par rapport à beaucoup d'autres espèces animales. Je vais le comparer, ce cerveau, mon petit Playmobil là, je vais le comparer avec maintenant mon cerveau inconscient. La partie immergée de l'iceberg. Mon cerveau inconscient, à côté de mon Playmobil de 7 cm, c'est la Tour Eiffel. C'est 10 000 fois plus grand. C'est 10 000 fois plus puissant. C'est une capacité de traitement d'information 10 000 fois plus grande et plus forte. Le cerveau inconscient. Qu'est-ce qui fait le cerveau inconscient ? D'abord, il va gérer tout mon corps. C'est lui qui fait battre mon cœur. Je n'ai pas conscience que mon cœur bat. Pourtant, mon cerveau envoie à mon cœur les impulsions nécessaires pour le faire battre au quotidien, tous les jours de ma vie, de ma naissance jusqu'à ma mort. Mon cerveau va faire ce boulot-là, sans que j'en ai conscience. Mais c'est son job. Et mon cerveau, il va aussi me faire respirer. Et j'en ai pas conscience quand je respire. Je peux mettre ma conscience dessus et m'en rendre compte. Mais au naturel, je ne me rends pas compte que je respire, mais je le fais. Et ça, c'est grâce à mon cerveau. Et c'est pareil pour la température de mon corps. Réguler la température de mon corps, me faire transpirer quand j'ai trop chaud, me faire grelotter quand j'ai trop froid, c'est le travail de mon cerveau et il le fait très bien. Il va te réguler tout mon corps. Et je passe des détails parce qu'il va réguler aussi tout ce qui est digestion, tous les organes de notre corps sont régulés par le cerveau. Je dis le cerveau, je devrais dire les cerveaux parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des cellules neuronales qui se trouvent un petit peu partout dans le corps, en particulier dans l'estomac. Voilà, on trouve des neurones au niveau de l'estomac. Je schématise. Donc cette partie inconsciente, c'est aussi celle-là qui nous permet de faire tout ce qui se passe dans notre tête sans qu'on en ait la maîtrise. Vous savez, toutes ces pensées qui traversent votre esprit, qui sont là de manière parasite ou sans qu'on y pense, toutes ces évocations qui arrivent comme ça sans qu'on les ait demandées, toutes ces idées qui nous traversent l'esprit, mais aussi, ça vous est tous arrivé, de vous endormir le soir avec un problème et de vous réveiller le matin avec une solution. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est votre cerveau inconscient qui a fait le job. C'est lui qui a pendant la nuit, qui a travaillé, qui a cherché, qui a évoqué, qui a relié, qui a créé l'intelligence et qui a trouvé la solution. Parfois, on a un problème, on laisse tomber ce problème-là, on ferme, et puis on revient quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, et le problème nous paraît plus simple. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Notre cerveau inconscient a travaillé. Il a cherché des solutions, il a cherché des pistes, il a évoqué, il a relié, etc. Donc notre cerveau inconscient, il bosse tout le temps. C'est l'avantage qu'on a, c'est que celui-là, non seulement il est très très puissant, mais en plus il travaille tout le temps, nuit et jour. Pendant la nuit, y compris pendant le sommeil paradoxal, qui est le sommeil le plus profond, et notre cerveau inconscient, il continue de mouliner et de traiter de l'information et de la réagencer. Voilà. Il se passe plein de choses au niveau de notre cerveau. Maintenant, on en a la preuve, puisqu'on a mis les gens sous IRM et qu'on a pu prouver qu'ils avaient une activité cérébrale, y compris pendant leur sommeil. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a des stratégies assez simples à mettre en œuvre pour utiliser ça. La première, c'est celle de l'élève qui va lire son cours avant de se coucher. Je le lis juste pour le mettre dans ma mémoire, et après je laisse faire le cerveau inconscient. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Les données vont être rangées, triées, organisées, consolidées, et je serai beaucoup plus performant le cours d'après. Mais des choses aussi simples que ça, le prof vous donne, il est 5 minutes avant de sortir. Ça va sonner dans 4 minutes et demie. Et le prof dit, au lieu de ranger vos affaires, commencez vos exercices pour la prochaine fois. Alors là, normalement, la moitié des élèves disent « Oh, il reste 5 minutes, on n'a plus le temps ». Et là, le prof, il insiste et il dit « Non, commencez à faire vos exercices ».
Et les plus futés parmi les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils ne vont pas commencer à faire l'exercice, parce qu'en 4 minutes et demie, ils n'ont pas le temps. Par contre, ils vont commencer à lire l'énoncé de l'exercice. Ils ont 3 exercices, et bien, ils vont lire les 3 énoncés. Et puis, ils vont ranger leurs affaires, et puis ils vont partir et prendre le bus. Qu'est-ce qui se passe pendant que je prends le bus? Pendant que je prends mon goûter, pendant que je me chamaille avec ma sœur, pendant que je fais autre chose pendant la soirée, et que le lendemain, j'arrive en études et que je me dis je vais faire mon exercice parce que j'ai cours juste après, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Mon cerveau inconscient, il a bossé, il a travaillé, il a commencé à réagencer les idées, à relier les solutions et à trouver des solutions aux problèmes. Quand je vais attaquer mon exercice, il sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à aborder, parce que mon cerveau inconscient, il aura travaillé pendant ce temps-là. Il est très 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 puissant, ce cerveau inconscient, je vous ai dit, 100 000 fois plus puissant que l'autre. Par contre, souvent, il a besoin de temps. Une capacité de traitement énorme, mais il a besoin de temps pour que ça se mette en place et pour que ça se révèle. Donc ça, c'est des stratégies toutes simples. Lire toutes les questions avant de commencer, c'en est une autre. On leur demande, quand il y a un DST, de lire toutes les questions avant de commencer. Les moins futés d'entre eux ne le font pas. Les plus futés le font, pourquoi? Parce que quand j'ai lu les questions dures de la fin, dès le début du DST, et qu'ensuite je vais prendre le temps d'aller faire les questions du début qui sont faciles, parce que c'est plus facile, c'est plus encourageant quand on commence par les questions faciles, qu'est-ce qui se passe pendant que je réponds aux questions faciles? Mon cerveau inconscient, il commence déjà à travailler sur le problème de la fin. Il commence déjà à les capter dans les questions faciles, quelles sont les parties de réponse que je vais pouvoir réexploiter dans les questions de la fin. Et il a déjà commencé à traiter, à trouver les solutions du problème final. Donc lire toutes les questions avant de commencer, c'est aussi une manière intelligente d'utiliser son cerveau pour avoir une stratégie plus efficace, plus pertinente. Et c'est valable que je travaille à la maison et que j'ai 3 exercices à faire et que je vais commencer par lire les 3 exercices avant de commencer à faire le premier. De la même manière que quand je suis en DST, que je vais commencer par lire toutes les questions avant de commencer mon DST. C'est pas du temps perdu, c'est de la sous-traitance. Je sous-traite une partie du travail à mon cerveau inconscient, celui qui est super puissant, mais pas toujours très rapide. Et donc je lui laisse le temps, je lui donne dès le début les infos, comme ça lui il travaille, et puis quand je vais attaquer avec mon cerveau conscient, il va pouvoir me refiler une partie des réponses. Donc c'est vraiment une stratégie pertinente et intelligente. Évidemment, la question de l'apprentissage fractionné, on comprend pourquoi c'est pertinent de fractionner son apprentissage. Plutôt que de travailler 1 heure juste avant l'interro, il vaut mieux que je travaille 10 minutes la semaine qui précède l'interro. 10 minutes par jour pendant 6 jours, c'est mieux que 1 heure à la fin. C'est beaucoup mieux. Parce que qu'est-ce qui se passe entre les 10 premières minutes et les 10 minutes suivantes? Eh bien, mon cerveau inconscient, il travaille, il aménage, il pose des questions, il cherche des réponses, etc. Donc, fractionner son travail, les musiciens le savent bien, il vaut mieux faire 10 minutes d'instrument par jour que de faire 1 heure d'instrument la veille de l'instrument, du cours. C'est beaucoup plus efficace. Fractionner, c'est laisser le temps à son cerveau inconscient de faire le boulot. D'ailleurs, si parmi vous il y a des sportifs ou des musiciens, vous avez remarqué que parfois, après un certain temps de non-pratique de l'instrument, que ce soit le sport ou la musique, eh ben on a l'impression d'être meilleur. On a une coupure de presque 1 semaine, et ben au moment où on reprend, on se dit on va avoir tout oublié. Ben en fait non, on n'a pas tout oublié, et même parfois on a gagné en performance. Et pourquoi? Ben parce que pendant tout ce temps-là, le cerveau inconscient, il a bossé. Il a travaillé, il s'est entraîné, il nous a permis d'avancer. À condition qu'avant de partir, on lui ait sous-traité le travail, qu'on lui ait confié le travail. À condition que la dernière chose qu'on ait fait avant de quitter l'instrument, ça a été de se mettre en projet de le réutiliser plus tard. Voilà. Si je lui ai confié le travail au départ, alors il fera le travail. Si je ne lui confie pas le travail, il risque de s'occuper à plein d'autres choses. Donc la partie consciente et la partie inconsciente du cerveau, bien faire la part des choses. Plus je vais sous-traiter de choses à la partie inconsciente, et plus je vais être performant, parce que c'est elle qui fera le boulot, la plus grosse partie du travail. 4e point de la stratégie. Accepter l'imperfection.
Vous connaissez cette histoire du gars, 9 mois et demi, qui a dit « Moi, la marche, c'est pas fait pour moi. Moi, j'arrête de marcher, c'est nul de marcher. » Ouais, l'autre jour, j'ai voulu marcher, je suis tombé. Moi, j'arrête de marcher, c'est fini. Si un enfant de 9 mois disait ça, ben, nous serions tous des quadripèdes. C'est bien parce que l'enfant de 9 mois, il s'est mis debout une fois, il est tombé, il s'est mis debout 2 fois, il est tombé 3 fois, il est tombé 5 fois, il est tombé 100 fois, il est tombé, qu'à la fin il a réussi et qu'aujourd'hui on est tous capables de marcher debout. Si on n'avait pas eu ces essais-erreurs autant de fois qu'il a fallu, nous n'aurions jamais atteint cette zone de performance qui aujourd'hui me fait me déplacer de manière tout à fait inconsciente aujourd'hui parmi vous. Je n'ai plus besoin de faire attention à ce que je fais pour marcher, me déplacer, pour être en équilibre. Quand j'avais 9 mois, il fallait vraiment une sacrée attention, une sacrée énergie, une sacrée concentration pour arriver à marcher. Donc cette différence-là, elle vient de l'apprentissage et elle vient surtout du fait que j'ai accepté de tomber et d'essayer encore, et de retomber et d'essayer encore. 100%, je ne me trompe pas, mais 100% des gens qui ne jouent pas au loto comme moi ne perdent pas. Je n'ai jamais perdu au loto. Faites comme moi. Jamais j'ai perdu au loto. C'est quand même génial. Je ne risque pas de gagner non plus. C'est pas faux. Ben oui, parce que le meilleur moyen de ne pas gagner, de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. Et si je considère que l'erreur ne doit pas faire partie de mon paysage, ben j'arrête de jouer. Et je ne perdrai jamais. Je suis à 2 doigts de faire ça avec mes enfants sur les jeux de société, parce que j'arrête pas de perdre. Pour arrêter de perdre, le meilleur moyen, ce serait d'arrêter de jouer. Comme ça, je ne perdrai plus. Et vous voyez que ce raisonnement absurde, c'est exactement le raisonnement de l'élève qui est en difficulté en anglais, et qui donc va travailler moins l'anglais, et qui, comme il travaille moins l'anglais, ben, il sera encore plus en difficulté en anglais, etc., et qui se mettra dans une spirale de l'échec, à tous les coups on gagne. Et plus je suis mauvais en anglais, et plus il faudrait que je parle anglais toute la journée. Mais je suis mauvais. Ben, justement, si tu es mauvais, parle 2 fois plus. Entraîne-toi 2 fois plus. Parce que si tu ne passes pas par cette phase d'entraînement, tu ne seras pas performant. Donc c'est vraiment important, mais pour ça, il faut que nous, je vais dire nous adultes, parce que je vais mettre toutes les mamans dans la boucle, et puis pourquoi pas les papas, et surtout les profs, mais aussi les autres. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec soi-même. Il faut qu'on accepte cette fameuse erreur. Déjà, on va arrêter de parler de faute. Vous vous rendez compte? Tu as fait une faute. Voire pire. Hein. Parfois, on va dire tu es nul. C'est pas du être, hein, c'est du faire. Hein. Pas confondre l'être et le faire. Hein. Donc, c'est absolument indispensable d'accepter l'erreur comme étant quelque chose de normal. Et là, il faut se poser la question, alors moi je la pose parfois aux profs, hein, à quel moment est-ce que j'autorise mon élève à se tromper sans le punir à la fin? Puisqu'on est là pour apprendre, on leur dit tout le temps, on est là pour apprendre, vous avez le droit de vous tromper. À quel moment il a le droit de se tromper? En classe, s'il se trompe, il y en a une demi-douzaine qui vont se mettre à rigoler, qui vont se moquer. Donc il vaut mieux pas trop que je me trompe en classe. Donc si je ne suis pas sûr de moi, ben, je ne vais rien dire, je ne vais pas participer, comme ça je ne prends pas de risque. Pendant les contrôles, il ne faut pas que je me trompe, parce que sinon j'ai une sale note, ça va rentrer dans mon dossier, c'est dans le Parcoursup, en plus j'handicape la suite, donc j'ai pas trop le droit de me tromper. Ben, finalement, quand est-ce que j'ai le droit de me tromper? Ben, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement que j'ai le droit de me tromper, à condition, et moi je le dis souvent comme ça, c'est d'accepter de me tromper. Vous vous rappelez de cette phrase que certains collégiens avaient le droit de dire? Madame, j'ai pas fait mes exercices parce que j'ai pas compris. Moi, au lycée, je dis le contraire. Hein. Tu n'as pas compris parce que tu n'as pas fait tes exercices. Oui, c'est parce que j'ai pas compris qu'il faut que je fasse mes exercices pour comprendre.
C'est parce que je ne sais pas dire cette phrase-là en anglais qu'il faut que je la dise pour savoir la dire. C'est parce que je ne sais pas faire ce calcul-là qu'il faut le faire pour savoir le faire. C'est pas parce que je suis intelligent que je réussis à me faire bien. C'est parce que je fais bien que je deviens intelligent. Ça change tout. L'apprentissage, il inclut l'erreur comme étant une manière d'apprendre. Se tromper, c'est apprendre. Et si c'est nul ce que tu écris, eh bien tant mieux, écris-le. Et on verra avec toi comment on peut l'améliorer ensuite. Mais à condition qu'il y ait autour de lui des adultes bienveillants qui vont considérer son erreur comme normale et acceptable et qu'on ne va pas déchirer sa feuille en lui disant « c'est nul, il y a 3 fautes ». Parce que si je commence à faire ça, évidemment, on considère l'erreur comme étant un truc inadmissible. C'est tellement inadmissible que je déchire ta feuille. Mais non, il faut l'accepter, cette erreur. Et la corriger. Ça ne veut pas dire la laisser passer. Hein. On l'accepte et on la corrige. Ça sert à ça, on s'améliore. On est dans une cycle d'enrichissement. Donc produire d'abord un truc mauvais et l'enrichir ensuite, c'est intelligent. D'accord ? Et le risque, l'ennemi absolu de la réussite, c'est le perfectionnisme. Parce que si je n'admets pas que j'ai le droit de faire des erreurs, je finis par arrêter d'essayer. Si j'arrête d'essayer, je ne prends pas de risque de ne pas réussir. Donc là, il y a vraiment un vrai travail à faire avec chacun. Et vous avez tous fait cette expérience-là, hein, moi le premier, de rentrer dans la chambre d'un enfant, de faire une remarque sur une chaussette qui traîne, et que l'enfant se décompose, intérieurement ou parfois même extérieurement, parce que ça fait presque une demi-heure qu'il est en train de ranger sa chambre, qu'il y a toute la chambre qui est rangée, sauf la chaussette, et que moi, qu'est-ce que j'ai pointé ? La chaussette. Et j'aurais pu prendre une demi-heure pour admirer tout ce qui était bien rangé, tout ce qui était mieux que la dernière fois que je suis venu. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pointé la chaussette. Et à travers ça, j'ai mis par terre, j'ai annihilé complètement dans son cerveau tout le travail qu'il avait fait avant, en lui disant, c'est pas parfait. Sois parfait, et si t'es pas parfait, tu n'es rien. Et là, il y a un vrai travail de parent, un vrai travail d'éducateur, mais c'est pareil pour un prof. Quand sur un texte de 25 lignes, il y a 3 fautes, ou 25 fautes, ça veut dire qu'il y a plein d'autres mots qui sont bien écrits. Et si on comptait parfois les mots bien écrits, plutôt que de compter les fautes, qu'est-ce qu'on gagnerait comme confiance en soi, qu'est-ce qu'on gagnerait comme capacité à essayer, et donc à réussir. Donc c'est une vraie stratégie de parents, de profs, mais aussi d'élèves. Parce qu'un élève à qui on rend sa copie, il peut commencer par relire toutes ses fautes, par les pointer, par aller voir ce qu'il n'a pas réussi, ou bien il peut commencer par relire tout ce qu'il a réussi, et par aller souligner tout ce qui a été performant dans ce qu'il a fait. Et d'aller lire le commentaire positif du prof. Évidemment qu'il y a des choses perfectibles, mais il y a aussi sans doute des choses positives, et ça vaut le coup de les lire, et ça vaut le coup de les relire d'ailleurs, parce que c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer. Il n'y a pas, ça n'existe pas, d'entreprises qui ont réussi sur le plan international en s'appuyant sur leurs points faibles. Toujours, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui s'appuie sur ses points forts. Il n'y a pas de secret. Si je veux être performant, je m'appuie sur mes points forts, et ça me permet de passer au-delà de mes points faibles. Évidemment, Paris, c'est pas fait en un jour. Puisque mon objectif il est réaliste, il faut que j'admette la stratégie des petits pas. J'admets mes erreurs, je peux faire des erreurs, mais aussi je peux progresser petit à petit. Et si la dernière fois j'ai fait 25 fautes et que là j'en ai 22, eh ben j'ai fait plus 3, bravo. Et je vais te féliciter avec tes 22 fautes. Ah oui, tu as progressé. Et si je ne le souligne pas, et que je lui rappelle qu'il a encore 22 fautes, je le décourage. Je l'empêche de construire sa réussite. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions, et notamment de dire, aujourd'hui on s'est fixé comme objectif de progresser dans la rédaction de ton devoir de maths. Il y a une erreur de calcul au milieu de tout ça,
C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on était venu vérifier aujourd'hui. Aujourd'hui, on vérifiait si tu étais capable de rédiger correctement. Donc oui, tu as atteint ton objectif parce que tu as rédigé correctement. Et la prochaine fois, en plus, on fera attention à la petite erreur de calcul que tu as faite. Mais c'est deux choses différentes. Et l'objectif qu'on avait fixé, c'était sur la rédaction. Donc, objectif atteint. Voilà. C'est bien important de cibler les bons critères. Et pour ça, de communiquer avec le coach. Voilà. Le prof, c'est pas pareil de lui présenter sa feuille en lui disant « j'ai rédigé un paragraphe argumenté pour essayer de tenir compte du commentaire que vous m'avez fait la dernière fois parce que vous disiez que je faisais des phrases trop longues. Donc là, j'ai essayé de faire des phrases plus courtes. » Et le prof, il va me rendre ma copie en me disant « ah bah c'est bien, tu as fait des phrases plus courtes, c'est super. Par contre, tu as dit deux choses là qui sont fausses. » C'est pas grave. Mon objectif, c'était d'améliorer mon expression et d'avoir des phrases plus courtes. Donc, j'ai un objectif atteint. J'ai atteint mon objectif, je suis content. L'objectif suivant, la prochaine fois, ce sera d'éviter de mettre des erreurs. De date, de personnage, de lieu. Je choisirai un objectif différent et je progresserai sur un domaine différent. Voilà. Cibler mes petits pas, c'est important, sinon je vais me noyer. Évidemment, on se rappelle que notre cerveau, il fonctionne sur le mode de la récursivité. En connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire ménage. Les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élaguage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'on apprend dans les écoles de commerce. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. Et là, on pense à toutes ces petites pubs parfaitement stupides qui nous sont mises à la radio toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les demi-heures, et qui nous sont répétées toute la journée. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. Il vaut mieux mettre une petite pub stupide toutes les demi-heures, toute la journée, que de mettre une vraie information qui va durer une demi-heure à la fin de la journée. C'est beaucoup plus efficace sur le plan marketing. Et là encore, au niveau du travail, puisque le cerveau retient ce qui est fréquent et pas ce qui est important, la régularité dans mon travail est absolument cruciale. Et il vaut mieux un peu fréquemment que beaucoup, moins souvent. Et quand je dis aux élèves, finalement, tu travailles trop,
peu souvent et trop tout court. Il vaut mieux travailler moins mais plus souvent. Souvent, ça les soulage. Voilà. On arrive à trouver des stratégies comme ça qui ne sont pas douloureuses. C'est pas douloureux de travailler moins longtemps. Et quand c'est plus souvent, en plus, on prend l'habitude et ça devient moins délicat. Donc, hyper important de travailler souvent, de 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, hein, c'est ça. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, cette découverte. Hein, nos ancêtres, ils avaient compris ça depuis très longtemps, que de répéter, de recommencer, de refaire, c'est vraiment une stratégie pertinente. Évidemment, quand je dis refaire, ça suppose aussi en fonction des objectifs que je vise, de refaire l'exercice pour mon expression et faire des phrases plus courtes. Il faut que je le fasse plusieurs fois si je veux arriver à un niveau de performance meilleur. Et puis en ciblant comme ça à chaque fois mes objectifs. Selon ce que je vise, je n'utiliserai pas les mêmes objectifs. Donc des petits objectifs, des petits exercices fréquents. Et plus ils seront fréquents, et plus ils seront efficaces. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. D'ailleurs, le mot 47, que j'ai utilisé une petite vingtaine de fois depuis tout à l'heure, n'est absolument pas important pour vous, pourtant il est tellement fréquent dans mon discours que vous allez le retenir, je vous le promets. Évidemment, l'enjeu c'est de tenir dans la durée, et pour ça, il y a absolument un point hyper important, c'est de bien se ménager. Qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est pas de se décourager, quoi. Et ça, c'est important. On va vraiment trouver toutes les stratégies possibles pour pouvoir tenir aussi longtemps qu'il faut, parce que si je veux faire ça fréquemment et longtemps, pour pouvoir maintenir mon niveau de performance jusqu'au bout, eh ben, il faut que je m'en donne les moyens. Alors ça passe par l'hygiène de vie. Ben oui, si je ne dors pas, si je ne mange pas, si vous n'avez pas mis là, mais on aurait pu regarder la pyramide de Maslow, pyramide des besoins, qui nous rappelle que Maslow, un chercheur américain qui a étudié la notion de besoin, et qui notamment nous rappelle qu'on a des besoins physiologiques qui sont prioritaires. Les besoins qui est en bas de la pyramide, la base, c'est des physiologiques. Manger, dormir, boire, aller aux toilettes, se laver, voilà, tout ça c'est la base. Et si j'ai pas ça, je peux pas être bon dans le reste. Quand j'ai faim, je peux pas réfléchir intelligemment. Et toutes les mamans parmi vous savent qu'entamer une conversation avec un ado à 12h30 avant le repas, c'est une mauvaise idée. Vous le savez. D'accord ? Vaut mieux manger d'abord et après on en parle. C'est dans les basiques, les profs le savent aussi. Ça marche pareil au lycée. Une fois qu'on a rempli la base de la pyramide, au-dessus c'est la sécurité. Quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, il ne peut pas être intelligent. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être performant scolairement quand il se sent en danger. C'est toutes les problématiques autour du harcèlement scolaire. Pourquoi un gamin qui a harcelé en dehors du lycée, pourquoi est-ce qu'il a des problèmes de résultats scolaires au lycée ? Parce que c'est pas possible de se concentrer sur son travail quand on est occupé dans son cerveau par des problématiques de danger, de mise en danger de soi, de son camarade. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte et de donner un environnement sécurisé à nos enfants, que quand ils sont au lycée, ou quand ils sont à la maison, ou quand ils ont besoin de travailler ou d'être bien. Le troisième étage, c'est l'étage sociétal, c'est nos relations avec les autres. La pyramide de Maslow, toujours. Si vous cherchez Maslow sur Internet, vous la trouverez facilement. Et donc, être en relation, l'être humain est un être de relation. On a besoin d'être en relation, de se sentir intégré dans le groupe. Pour un ado, c'est ça. Exister, c'est être dans un groupe. C'est avoir des amis, des relations avec mes amis. Et si j'en ai pas, eh ben, je ne serai pas bon en classe. Et c'est pour ça qu'un jeune qui est isolé, un jeune qui est malheureux dans un groupe, eh ben, il peut avoir des soucis de performance scolaire. Et ça aura des incidences sur ses résultats, parce que voilà, tant que cet étage-là n'est pas accompli, on ne peut pas passer à la suite. Ensuite, une fois que j'ai rempli ces trois étages-là, qu'on va appeler les étages basiques, hein, tout ce qui est physiologique, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est affectif, eh ben, je vais pouvoir enfin essayer de m'accomplir.
Voilà, trouver, m'éclater dans les matières, me développer personnellement, m'ouvrir aux autres. Voilà. Et l'ultime, ce sera m'ouvrir à moi-même et m'épanouir. Ce sera le haut de la pyramide. Mais on se rend bien compte que dans une pyramide, si l'étage du bas il est creux, la pyramide elle va s'écrouler, quoi, hein. Donc si je veux pouvoir poser ma réussite en haut, il faut vraiment qu'en bas je consolide les étages. Ça passe par l'hygiène de vie, ça passe par l'équilibre de vie, ça passe par dormir, manger, avoir des temps de repos, avoir des temps de convivialité, avoir des temps de relation. Dans une famille où on bosse tout le temps, et on n'a jamais le temps de se mettre autour d'une table pour manger ensemble et être les uns avec les autres, c'est problématique pour fixer tout ça dans la durée. Évidemment, j'ai besoin de mesurer mon travail, j'ai besoin de mesurer mes résultats surtout, et là il y a des petites astuces toutes bêtes, hein. De garder une trace. Moi j'avais fait dans la chambre de mon fils un mur avec marqué To be proud, être fier. Et il avait des post-it qu'il pouvait coller sur ce mur à chaque fois qu'il réussissait un truc. Alors c'était, je suis content parce que j'ai réussi mon cours d'anglais aujourd'hui, j'avais une question et le prof m'a dit qu'elle était intéressante. Et puis ça peut être aussi, voilà, j'ai réussi mon contrôle de maths ou j'ai réussi à avoir une conversation avec papa et on ne s'est même pas engueulé ce jour-là d'ailleurs. Et je colle mon post-it et comme ça tous les jours je passe devant et tous les jours je me souviens que je progresse et que mon mur petit à petit se remplit et qu'à la fin de l'année je peux faire le bilan de mon année avec tout ce qui s'est bien passé. Ce que j'ai réussi. Et ça, c'est hyper encourageant. Il n'y a rien de plus décourageant d'avoir l'impression de ne pas avancer. Ça vous est tous arrivé d'ailleurs dans un chemin en montagne, de vous dire, mais c'est où le bout, quoi? Parce qu'à chaque fois que j'arrive à l'étape d'après, il y en a encore derrière. Et j'arrive sur le haut, là, et en fait, c'est pas le haut, parce que ça continue derrière. Et c'est décourageant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stratégie dans ce cas-là? Eh bien, on s'encourage en se disant, allez, là, je vais jusqu'à la pierre. Là. Je vais y arriver. Hop, on va jusqu'à la pierre, puis après, on dit, allez, jusqu'à l'arbre. Hop, puis on se donne des objectifs comme ça qui sont accessibles, qui ne sont pas trop loin ni trop près, et qui nous permettent d'avancer et de gagner à la fin. On a besoin de mesurer tout ça, et d'ailleurs on posera souvent la question, on en est où là? Est-ce que j'ai fait la moitié? Est-ce que j'ai fait... Finalement ça ne change rien de le savoir, ben si, ça change tout de savoir si j'ai déjà fait la moitié, ou si j'en ai encore les 3/4 à faire. Voilà. Donc c'est important de le mesurer. Évidemment, on pourra travailler en équipe, c'est un bon moyen de durer, parce que quand il y en a un dans l'équipe qui flanche, et ben l'autre à côté il peut le soutenir et inversement. Et l'équipe elle peut être familiale comme elle peut être amicale. Et c'est intelligent et d'ailleurs les élèves qui réussissent brillamment, souvent on se rend compte qu'ils fonctionnent en binôme ou en altérité avec un autre. Parfois c'est avec un parent, parfois c'est avec un autre élève. En tout cas dans les grandes prépas parisiennes par exemple, pour ne pas les citer, le travail en équipe c'est ce qui est mis au cœur du système. Parce que c'est ça qui fonctionne. Et partout où l'humanité a besoin d'être performante, d'ailleurs, que ce soit dans la NASA, dans la médecine, dans la recherche ou dans l'armée, c'est le travail en équipe qui est mis au cœur du système. Donc, travailler en équipe, c'est vraiment un bon moyen et d'augmenter nos performances collectives et de durer dans le travail. Avec une pointe particulière, en particulier, pour... ce travail en équipe, ça peut être intéressant de choisir son équipe intelligemment. Notamment, on sait qu'aujourd'hui, c'est prouvé, ça a été mesuré par des études scientifiques, que l'intelligence collective d'un groupe n'est pas fonction de l'intelligence individuelle des membres du groupe. C'est pas parce que dans mon équipe, il y a tous les premiers de la classe, que mon équipe, elle va être bien. Parce que les premiers de la classe, ça se trouve, ils vont pas m'expliquer quoi que ce soit, ils vont me larguer au contraire. Parce que cette équipe de gens intelligents, elle ne rendra pas le groupe intelligent. Et une autre étude qui dit que l'intelligence collective du groupe sera fonction du nombre de femmes dans le groupe. Ça, pour le coup, c'est prouvé. D'abord parce qu'elles amènent leur intelligence propre, c'est déjà ça en soi, mais c'est pas que ça. C'est aussi parce que l'intelligence collective du groupe, elle est fonction de l'interaction qu'on a à l'intérieur du groupe. Et que plus le groupe va avoir l'occasion d'échanger les uns avec les autres, plus l'intelligence va se créer à travers ces échanges. Or, la présence de femmes dans un groupe favorise les échanges dans un groupe. Alors ça peut être une stratégie intelligente de se dire, dans mon groupe de travail, je vais veiller à une certaine mixité, voilà, à une certaine altérité, parce que les échanges seront plus nombreux, plus qualitatifs, si j'ai un groupe de travail qui est plus... alors en tout cas plus féminin, ça marchera de tous les coups, mais pourquoi pas plus mixte, si on veut aller vers la diversité. Évidemment, tenir dans la durée, c'est aussi s'accorder des récompenses.
Voilà, parce qu'un objectif atteint, et ça peut être mis dans le contrat au moment où on fixe l'objectif, c'est qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Comment j'ai mesuré dès le départ le gain que je vais avoir? Qu'est-ce que je gagne sur le plan de la santé, sur le plan du bien-être, si je perds 25 kilos? Qu'est-ce que je gagne sur le plan de la santé, du bien-être, si j'arrête de fumer? Qu'est-ce que je gagne sur le plan du porte-monnaie, si j'arrête de fumer? Qu'est-ce que je gagne sur le plan de ma stratégie d'études et d'orientation, si j'ai un super bulletin, et un super dossier post-bac? Quelle porte je m'ouvre? Qu'est-ce que je ferme? Voilà. Et si ça, je l'ai calculé dès le départ, eh bien, il va falloir, au fur et à mesure que j'avance, le mesurer et le mettre en avant. Et m'accorder ces petites récompenses. De se dire, ben voilà, là j'ai atteint mon objectif, je suis content, et ben je me l'offre, ce petit plaisir. Voilà, cette soirée en famille, cette sortie au cinéma, enfin je sais pas quoi. La carotte, ça peut aussi faire partie de mon arsenal. Une stratégie, et là encore je parle de stratégie parce que c'est un choix, hein, une stratégie pertinente, on sait que notre cerveau il est conditionné. Il est conditionné pour être beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus fort, beaucoup plus performant pour pointer tout ce qui est négatif dans la vie. Pour une bonne raison. C'est qu'à l'époque où le cerveau a été formé, tout ce qui était négatif, le fait de croiser un diplodocus, le fait de se faire bouffer par un lion, le fait de manger une bête toxique, le fait de... Enfin, tout ce qui était négatif dans la vie à cette époque-là, c'était mortel. Et si vous croisiez un lion d'un peu trop près, ben vous étiez mort à la fin. Donc notre cerveau, il a engrammé de manière assez profonde et efficace que tout ce qui est négatif, c'est potentiellement mortel. Donc on va le traiter en grande priorité. Et notre cerveau, il est formé, construit pour être beaucoup plus attentif à tout ce qui est dangereux, tout ce qui est négatif, qu'à tout ce qui est positif. Si vous passez à côté d'un super fruit savoureux, à l'époque de la préhistoire, ben vous n'en mourrez pas. Vous ratez un bon petit plaisir, peut-être vous ratez une occasion de vous nourrir correctement ce jour-là, mais vous n'en mourrez pas sur le moment. Si vous ne voyez pas le lion qui est caché dans le fourré à côté de vous, là, et ben vous en mourrez. Donc le cerveau, il a bien fait la différence, il a dit, il y a des choses négatives, celle-là c'est prioritaire parce que c'est dangereux, c'est mortel, et puis tout ce qui est positif, je veux bien y être attentif, mais je le ferai en second lieu, parce que d'abord je vais traiter ce qui est mortel. Et notre cerveau, il a été construit comme ça, et donc aujourd'hui encore, même si on croise beaucoup moins de lions qu'avant dans la savane, même si il y a peu de chances de croiser un diplodocus dans les rues de Bayonne, notre cerveau il est toujours câblé comme ça, c'est-à-dire beaucoup plus attentif sur tout ce qui est négatif que tout ce qui est positif. C'est un drame. C'est un drame parce qu'on sait que le cerveau, il renforce ce sur quoi on se concentre. Il renforce ce sur quoi on se concentre. Rappelez-vous, si je vous avais dit à l'entrée de compter le nombre de feuilles pour gagner une voiture, ben vous seriez concentré dessus et vous auriez trouvé la bonne réponse sans problème. Il renforce ce sur quoi on se concentre. Si je me concentre sur le négatif, il va renforcer le négatif. C'est la spirale de la dépression. Je vais mal, donc je regarde tout ce qui est noir, et en regardant tout ce qui est noir, ben je vais mal. Et plus je vais mal, plus je regarde tout ce qui est noir, et tout ce qui est noir, ça me rend mal. Et je m'enfonce, et je m'enfonce, et je m'enfonce. Et si je décidais, et là ça va être un acte volontaire, et je ne vais pas le subir, je vais le choisir, et si je décidais d'être attentif, de faire l'exercice, parce que pour moi au début ce sera un exercice, ce sera même un peu artificiel, de faire l'exercice de me dire, bah, tiens, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce que je peux me forcer à trouver comme élément positif sur cette situation? Prenons les drames qu'il y a eu récemment dans le sud-est de la France. Il y a eu des morts, il y a eu des gros dégâts, l'eau a fait des ravages, et là on pourrait se dire assez naturellement, mais il n'y a rien de positif, un truc comme ça, c'est dramatique. Et si je me forçais à faire l'exercice en cherchant un petit peu, je me dirais oui, c'est dramatique, il y a des choses terribles qui se sont passées. N'empêche qu'il y a aussi eu des élans de solidarité extraordinaires. Il y a aussi eu des gens qui se sont rendus compte que on ne pouvait pas forcément lutter à chaque fois contre la nature et qu'il fallait peut-être la respecter un peu mieux. Il y a aussi des gens qui se sont rapprochés les uns des autres et qui ont fait preuve de solidarité. Il y a aussi des gens qui ont été capables de se mobiliser, de donner de l'argent, du temps, de traverser la France pour aller donner un coup de main là-bas. Et ça, c'est beau, c'est sympa, c'est extraordinaire.
Donc finalement, même sur cet événement qui est complètement tragique, je pourrais choisir d'aller regarder ce qui n'est pas si mal. Et je ne deviendrai pas naïf, parce que c'est pas parce que je choisis de regarder ce qui va bien que j'ignore ce qui va moins bien. Je suis pas fou, hein. Je sais bien que le monde il n'est pas tout rose et qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Seulement, en sachant qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, je peux choisir de regarder les nuages roses plutôt que de regarder les nuages noirs. Ou de me concentrer sur les nuages roses et de passer moins d'énergie et de temps sur les nuages noirs. Prenons ce verre. Certains me diront, il est à moitié plein. D'autres me diront, il est à moitié vide. Moi, je vous dirais, en bas, je le vois bien plein d'un liquide qui a l'air savoureux. Mais dans le haut, moi, je le vois bien plein d'une odeur qui n'a pas l'air moins bonne. Et finalement, je pourrais, en regardant bien, le voir tout plein. Plein de liquide en bas et plein d'un arôme sympathique que si je rapproche mon nez, ça me ravira déjà. Vous voyez que c'est qu'une question d'état d'esprit, et cet état d'esprit il se cultive. Et c'est un bon exercice à faire avec des enfants, avec des ados en particulier, à table le soir, au moment où ils ont encore faim pour pas qu'ils s'échappent, ou dans la voiture au moment où la porte est fermée, ils ne peuvent plus sortir. Faites-leur l'exercice de dire, voilà, dans tel et tel événement qu'on a évoqué ensemble, dans ce qu'on a regardé à la télévision, dans ce qu'on a entendu à la radio, qu'est-ce que tu vois de positif ? Qu'est-ce que tu pourrais observer de positif ? Et je rentre de l'école, je suis crevé, j'en ai marre, j'ai une journée qui n'était pas terrible. En plus, j'ai une sale note en maths. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ta journée ? Alors, il va vous regarder bizarre au début, je vous promets. Mais à force de s'entraîner, parce que c'est un entraînement, à ce petit exercice, on va se rendre capable d'être attentif à tous ces petits points positifs. Et on sait que quand on est dans la joie, quand on est dans le bonheur, quand on est dans la culture de tous ces points positifs, on a beaucoup plus d'énergie, on a beaucoup plus de force intérieure et extérieure, et que ça nous aide à avancer. Et c'est beaucoup plus facile de travailler dans la joie et la bonne humeur que de travailler dans la déprime. D'ailleurs, les gens déprimés, ils n'arrivent pas à travailler du tout. Donc, c'est vraiment essentiel de cultiver cette culture du positif, leur apprendre à être optimiste. Ça s'apprend, ça se cultive. Parfois c'est artificiel au début, mais c'est pas grave. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc c'est pas grave d'être dans l'imaginaire. Imagine qu'est-ce qu'il y a de positif dans telle situation, même si tu ne l'as pas vu, tu peux l'imaginer. Et rien que ça nous aidera à être dans cette démarche positive qui nous donnera de l'énergie, qui nous donnera des capacités à aller plus loin, à réussir ce qu'on veut faire. Évidemment, d'avoir compris, d'avoir appris comment je fonctionne, quelle est mon intelligence, c'est aussi une stratégie super intelligente. De savoir, alors là je fais référence par exemple aux intelligences multiples, c'est Howard Gardner qui a travaillé sur la question, de savoir que mon intelligence elle est construite comme ça, avec une partie d'intelligence logico-mathématique, avec une partie d'intelligence verbale, avec une partie d'intelligence qui est plutôt musicale, avec une partie d'intelligence qui est comme ça. On a tous une intelligence qui est que, voilà, Howard Gardner, il a repéré comme ça 8 intelligences, et on a tous une intelligence qui est composée d'un peu des 8. Après, on en a qui sont nos favoris, entre guillemets, et d'autres qui sont moins développés. Il faut savoir que notre système scolaire français, européen, il est posé sur 2 types d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbale, l'usage des mots. Alors, à lire, écrire, compter. Voilà. C'est ça. Et c'est que 2 intelligences sur 8. Ça veut bien dire qu'un élève qui a une intelligence favorite, son intelligence préférée, celle qui fonctionne le mieux chez lui, imaginons qu'elle soit kinesthésique, qu'elle passe par le mouvement, c'est cet élève-là qui, quand il était enfant, pour apprendre sa poésie, avait besoin de marcher, et qui allait marcher sur le carrelage comme ça pour apprendre sa poésie. Et c'est cet élève-là qui, quand il dansait son cours, et qu'il était sur sa chaise en train de tourner pour apprendre sa leçon, la retenait beaucoup mieux que quand on l'obligeait à arrêter de bouger. Parce que arrêter de bouger, pour lui, c'était arrêter d'apprendre. Parce que pour apprendre, il a besoin de bouger. Et c'est à cet élève-là qu'on va apprendre
à bouger dans sa tête, parce que quand il est en contrôle en classe ici, là, et qu'ils sont 200, enfin qui sont 120 dans la classe pour être en contrôle, il ne peut pas se permettre de bouger sur sa chaise et de se retourner et de s'allonger. Par contre, il peut se permettre de continuer de bouger dans sa tête. Et on peut lui apprendre, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc on peut lui apprendre à retrouver la position qui lui a permis d'apprendre cette leçon-là dans sa tête pour pouvoir accéder à ses connaissances plus facilement. Et l'élève qui a une intelligence plutôt musicale, mais c'est celui-là qui avait besoin de mettre la poésie en musique pour l'apprendre. Et qui l'apprenait beaucoup mieux à haute voix que de l'apprendre dans sa tête. Et c'est cet élève-là qui se parle pour réussir, et qui se parle pour se donner confiance, et qui a toujours besoin du bruit, et qui ne supporte pas de travailler sans le bruit. Ben oui, parce que lui, son intelligence, elle est musicale. Et il met de la musique dans sa chambre, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire croire qu'il ne travaille pas, c'est juste parce que c'est nécessaire pour lui, parce que son intelligence, elle est comme ça. Et s'il a compris ça, ben cet élève-là, on va lui apprendre que de mettre sa musique, ses cours en musique, c'est intelligent. On va lui apprendre à faire fonctionner la musique dans sa tête, parce que quand il est en contrôle, il ne peut pas se permettre de chanter, sauf à avoir appris à chanter dans sa tête. Et pourquoi pas, après tout, si ça marche. Donc ça, c'est vraiment des stratégies qui vont être pertinentes. À partir du moment où je me connais moi-même, j'ai appris à savoir qui j'étais, comment je fonctionne, et donc à trouver la stratégie qui me rendra performant. De la même manière, et là c'est le travail de Antoine de la Garandrie sur la gestion mentale et sur les profils cognitifs, voilà, de savoir que je suis auditif, visuel, kinesthésique, c'est vraiment important. Parce qu'un élève qui est auditif, on va lui apprendre à se parler, on va lui apprendre à faire fonctionner sa radio interne, on va lui apprendre à verbaliser un schéma, par exemple. Un schéma, il n'y a rien de moins parlant pour quelqu'un qui est auditif. Sauf si on lui a appris à le verbaliser, ce schéma, à dire, bah tiens, le prof, il a fait un carré, et autour du carré, il a fait un cercle qui touche les 4 coins du carré. Voilà, tout de suite, l'élève qui est auditif, il va être capable de retenir ça. Alors que juste l'image, il était incapable de la retenir, parce que ça ne rentrait pas par son bon tuyau. Donc c'est vraiment important de les aider à comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. On trouve maintenant sur Internet assez facilement des tests qui permettent de tester. Alors ça n'a pas valeur d'un entretien avec un psychologue, très loin de là. Et le mieux, c'est de faire ça avec un professionnel et d'être accompagné pour ça. Maintenant, sans aller forcément jusqu'au travail avec un professionnel où on irait plus loin et mieux évidemment, mais sans aller jusque-là, d'avoir déjà une idée, même vague, de qui je suis et comment je fonctionne, c'est intelligent. Voilà. De savoir que je suis plutôt visuel ou plutôt auditif, c'est intelligent. Et ça me permettra d'être beaucoup plus performant dans mon travail. Donc, voilà, je peux me faire aider et m'adresser à des professionnels, c'est pertinent. Mais je peux aussi par moi-même essayer d'éclairer un peu ça et de défricher au moins l'essentiel, de comprendre comment je fonctionne. Ça pourrait être d'ailleurs notre objectif numéro 1 dans la stratégie que je viens de décrire, se connaître soi-même. Voilà. Savoir qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes points d'appui, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelle stratégie je peux faire pour contourner mes défauts en m'appuyant sur mes qualités. Ça pourrait être vraiment notre point numéro 1, connaître qui je suis. Voilà. C'est tout le courant aujourd'hui du développement personnel qui passe par connais-toi toi-même. Et c'est pas nouveau parce que connais-toi toi-même, c'est les philosophes de 2000 ans avant Jésus-Christ qui en parlaient déjà. Notre objectif, je vous le rappelle, c'est d'aider chaque enfant à passer le cap de « je subis ce qui m'arrive parce que j'en suis pas conscient et je ne l'ai pas choisi. Et tant que je suis victime de ma vie, entre guillemets, si j'ai moins de 12 ans, c'est pas grave, mais si j'ai plus de 15 ans, ça commence à être gênant parce que je voudrais bien pouvoir piloter ma vie et que si je considère que j'en suis victime, ben ça ne marchera pas, je ne serai pas pilote. » Voilà. Donc l'enjeu, c'est de prendre en considération ça, savoir qui je suis, savoir vers où je vais, et puis me fixer un cap pour y aller. L'itinéraire sera peut-être semé d'embûches, je contournerai les obstacles comme je peux, je m'appuierai sur les moteurs que j'ai, mais j'atteindrai mon objectif, ou en tout cas, je m'en rapprocherai le mieux possible. Ça, c'est l'enjeu, c'est la destination, et c'est un vrai boulot, parce que c'est un travail d'équipe d'abord, et qu'ensuite c'est un travail qui va prendre du temps et de l'énergie, mais je peux vous le garantir, et c'est l'expérience qui parle, ça fonctionne.
à tous les coups, on gagne. Je n'ai pas d'exemple, je n'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais moi je n'en connais pas. Et j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine, dans l'accompagnement des jeunes adolescents. Je ne connais pas d'exemple de jeunes qui ont mis en place des stratégies de ce type-là et qui n'ont pas atteint un objectif meilleur, qui ne sont pas devenus meilleurs qu'eux-mêmes et qui ne se sont pas améliorés. Voilà. Je ne connais pas d'exemple. Si un jour vous en trouvez, envoyez-les-moi. Mais ça m'étonnerait que vous en trouviez beaucoup, parce qu'avec une stratégie comme ça, on devient forcément meilleur. Et on s'améliore forcément dans divers domaines. Je crois que j'ai fait le tour de ma stratégie ce soir. Vous avez compris qu'un des fonds, un des renforçateurs maximum pour arriver à faire tout ça, ça pourrait être la confiance en soi, parce que, mine de rien, c'est un ingrédient indispensable qui, à chaque étage et à chaque étape de ce que je vous ai décrit ce soir, pour être pratique. C'est l'objet de la 3e soirée qu'on fait le 20 novembre. Je ne vais pas dire de bêtises cette fois-ci, je crois que c'est le 20 novembre. Voilà, ça peut être l'occasion, même si elle sera un peu plus déconnectée des 2 premières, c'est pas la suite, c'est autre chose. Mais ça sera peut-être l'occasion de vous revoir si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous remercie? Oui. Oui. Oui, ça c'est vraiment important pour des enfants qui sont notamment les enfants qui sont avec une intelligence spatiale, d'accord, qui ont besoin de spatialiser les choses. Et les zones de la mémoire ne vont pas s'activer de la même manière selon si je suis en train de travailler sur le lit, assis à mon bureau, par terre, allongé, debout ou dans la voiture. Et c'est une vraie stratégie de certains élèves de dire finalement, quand je vais apprendre mon histoire, la matière histoire, pour moi, elle est associée au lit. Et je m'allonge sur mon lit pour apprendre mon histoire, parce que c'est une position qui me va bien et ça me permet d'être efficace. Et par contre, quand je fais des maths, je le fais au bureau, parce que pour moi, les maths, c'est au bureau. Et par contre, quand je fais de l'anglais, je le fais plutôt debout, parce que moi, l'anglais, c'est un truc dynamique, je le fais debout. Et cet élève-là qui est spatialisé, dont l'intelligence spatiale va être plutôt développée, quand il va être en DST, quand il va être en contrôle, il va être capable, en un quart de seconde, en fermant les yeux, de s'imaginer dans la position qui lui a permis d'accéder ou de stocker ces connaissances-là, et donc de réactiver la zone du cerveau dans laquelle il doit stocker les informations. Donc c'est vraiment des stratégies pertinentes pour des enfants qui ont soit ce profil spatial, avec une intelligence spatiale développée, soit des enfants qui sont kinesthésiques et dont l'apprentissage va passer par le mouvement. Et là, pareil, la position dans laquelle j'apprends a une importance. Voilà. Donc, apprendre au bureau, assis devant une table, c'est valable pour certains, ça fonctionnera pour certains, mais pas pour tous. Et il y a des enfants pour qui c'est salvateur de leur permettre d'apprendre dans toutes les positions, dans toutes les pièces de la maison, dans toutes les... Voilà. Et on peut associer comme ça un enfant qui est très musical, il va associer une ambiance musicale à une matière. Et le jazz, c'est plutôt pour l'histoire géo. La musique classique, je ne fais que des maths avec. Et quand il va être en DST, il va être capable de réentendre la musique qui va lui permettre de se remettre dans l'ambiance et dans les connaissances qu'il a apprises à ce moment-là. C'est vraiment des stratégies, qu'elles soient spatiales, musicales, au niveau de la position ou au niveau de l'environnement. Un enfant qui est naturaliste, qui a une intelligence naturaliste développée, il va être attentif à son environnement. Et de travailler dehors sous les arbres, ça va l'aider à mémoriser, parce qu'il aura, puis travailler dans une pièce, il va mémoriser toute cette pièce, et l'environnement pour lui aura cette importance-là. Donc, en fonction de qui je suis, ça peut être des stratégies qui sont très pertinentes. Et là encore, il faut savoir et avoir compris qui je suis. Oui. Ça n'est surtout pas acquis. La plasticité cérébrale, aujourd'hui, on a confirmation que le cerveau est en mouvement toute la vie. Alors, c'est un profil, ce qu'on va appeler le profil majoritaire. Souvent, on a tendance à renforcer ce qui va bien. Voilà, on a tendance à travailler le plus les matières où on est fort,
parce qu'on aime ça et qu'on réussit mieux, et c'est pas pour rien, c'est pour la dose de dopamine qui va avec. Si je suis fort en maths, je vais travailler beaucoup les maths, parce qu'à chaque fois que je suis fort, je réussis bien, et donc j'ai de la dopamine qui arrive à chaque fois que je réussis. Comme je suis accro à la dopamine, moi je fais tout ce qu'il faut pour en avoir. Donc on a tendance à renforcer notre profil tout au long de la vie. Et des gens qui sont très musicaux, ils ont tendance à écouter beaucoup de musique, et donc à renforcer encore plus leur côté musical. Voilà, donc c'est vrai que souvent c'est des choses qui sont non pas innées, parce que c'est plutôt de l'ordre de l'acquis, mais qui sont en tout cas voilà, assez continues dans le temps. Mais ce qui est certain, et ça s'est prouvé, c'est que ça peut évoluer, et qu'à la force d'un effort, d'un choix, d'une décision ou de circonstances qui évoluent, on peut tout à fait le faire évoluer. Et ce qu'un enfant était capable de faire, parce que c'était son truc, parfois un adolescent ou un adulte, on aura évolué naturellement, parce que l'environnement a changé, parce que, voilà, tout simplement, je suis très musical, mais pendant les 4 ans que j'ai fait mes études supérieures, j'étais dans une petite chambre d'étudiants à Paris et que j'avais pas de poste de qualité pour écouter de la bonne musique. Et du coup, j'ai développé d'autres compétences, d'autres appétences et des modes de fonctionnement différents. Et du coup, j'ai évolué et j'ai fait changer mon profil. Voilà, donc c'est pas figé du tout, mais c'est vrai qu'on a tendance à renforcer ce sur quoi on est plutôt fort au départ, et donc à entretenir ce qu'on est dès le départ. Merci beaucoup à tous. Voilà, n'hésitez pas à partager et ou à réagir. Vous avez le droit aussi d'être d'accord ou d'être pas d'accord. Les deux sont possibles. Si vous voulez bien, avant de sortir, passer un petit coup sur votre table, vous serez géniaux.